Bonjour. J'ai fait une connerie avant de venir. Je me suis dit que j'allais venir en voiture. Et j'avais promis à un copain de passer le chercher. Bon, moi, Paris, c'est pas mon truc, quoi. Donc, j'ai fait un détour. Il faut dire que je suis venu d'assez loin. Je viens de Lyon. Et puis, je fais un détour pour passer le prendre, comme ça. Puis on était dans la voiture depuis un petit moment, et puis il me dit mais dis donc, t'avais qu'à mettre le GPS si tu sais pas où on va. Qu'est-ce qui se passe pour moi à ce moment-là? Je me dis putain, il est quand même gonflé, je passe le chercher. Je fais un détour, il n'est pas content, et il a qu'à prendre lui-même sa bagnole s'il n'est pas content. C'est quand même chier, quoi. Bon, si j'avais su. Hein. Voilà, là, c'est ce qui me vient. Donc moi, je suis formateur en communication non violente depuis une dizaine d'années, et c'est ce qui me vient de façon assez spontanée, malgré tout, hein, malgré toutes les heures passées à apprendre la communication non violente. Donc il peut se passer ça. Il peut aussi se passer que je dis « Ouais, putain, c'est vrai. » Une fois de plus, j'ai pas fait ce qu'il fallait, quoi. Une fois de plus, j'ai pas préparé le déplacement assez tôt. Hein, vous voyez, et là, même chose. Ça fait un certain nombre d'années, je me répète, mais que je pratique la communication non violente. Et de façon assez spontanée, je peux passer pas mal de temps à trouver que je ne suis pas assez comme ci, ou pas assez comme ça, ou que l'autre est carrément trop comme ci ou trop comme ça. Hein, je ne sais pas si vous êtes dans la même situation que moi, mais on passe, j'ai l'impression, il y a des éclairés devant pour qui ça n'est pas le cas, mais j'ai l'impression de passer de longs moments tous les jours sur l'une de ces deux chaises. Hein. Alors je peux passer ma vie à me dire ça, hein, et si je communique depuis cette chaise-là, on sait ce que ça donne. Hein, c'est ce que j'appelle la communication hérisson, ça va piquer. Hein. Je vais dire à l'autre tu, voilà. Et puis si je communique depuis cette chaise-là, c'est ce que j'appelle la communication paillasson. Je laisse l'autre s'essuyer les pieds sur moi. Hein. Donc c'est soit hérisson, soit paillasson, c'est-à-dire qu'à T0, quand je reçois un truc dans la figure, poum, je vais communiquer en réaction. Voilà. Après, à T+1, parce que pour moi, la communication non violente, elle est plutôt faite pour T+1. C'est-à-dire qu'à T0, j'ai fonctionné comme ça. T0, c'est au moment où je reçois le truc dans la figure. Hein. Je peux commencer à regarder, en fait, comment je me sens. Comment je me sens et de quoi j'ai besoin quand l'autre me dit ça comme ça. Et si je regarde à l'intérieur de moi comment je me sens et de quoi j'ai besoin, ouais, je crois que je me sens en colère. Hein, j'ai vraiment de la colère qui est là. De quoi j'ai besoin? Mais je pense que j'ai besoin d'un peu de reconnaissance pour le fait que c'est moi qui suis passé le prendre. Hein, j'ai fait un détour, voilà. Et puis peut-être que je suis effectivement aussi un peu triste. Hein, triste d'avoir un moment comme ça. Pour moi, de convivialité, et puis finalement on est là en train de... Enfin, je sens que la mayonnaise va monter comme ça. Et je vois que quand je me connecte, non pas à ce que je pense sur lui ou sur moi, mais à comment je me sens profondément et de quoi j'ai besoin, il y a quelque chose qui s'apaise déjà. Je suis connecté à mes besoins, voilà, j'ai besoin d'un peu de reconnaissance. Voilà. Hein, et du coup, si je m'exprime depuis cette chaise-là, ça peut être un peu différent. Hein. Peut-être que je vais lui dire « Oui, tu vois, quand tu me dis ça comme ça, je vois que je suis un peu en colère, j'aimerais bien de la reconnaissance pour le fait que je suis passé te chercher. Hein » Voilà. Dans un premier temps, le premier mouvement, c'est ce qu'on appelle l'auto-empathie, c'est-à-dire que j'ai essayé de clarifier ce qui se passait pour moi, et puis je peux utiliser ça en ce qu'on appelle l'expression authentique, c'est-à-dire que je vais exprimer à l'autre authentiquement ce qui se passe en moi. Et la communication non violente, c'est pas le monde des bisounours. Hein. Donc là, en l'occurrence, si je suis en colère, je vais pas faire comme si j'étais pas en colère. Je peux exprimer que je suis en colère, mais avec authenticité.
Et puis, une fois que j'ai clarifié ce qui se passe en moi, je peux peut-être me dire, mais finalement, on est deux dans cette voiture, et si lui était content, il ne me dirait pas ça. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe pour lui? Comment est-ce que lui se sent peut-être? Et de quoi est-ce qu'il a peut-être besoin? Et si j'essaye de me connecter à ça, peut-être que lui, il est inquiet, peut-être que c'est important pour lui d'honorer notre engagement, d'arriver à l'heure. Peut-être que c'est important aussi pour lui de faire un bon usage de son temps. Et du coup, je peux m'adresser à lui, c'est ce qu'on appelle l'écoute empathique, et lui dire, en fait, est-ce que tu es inquiet? Est-ce que c'est important pour toi qu'on arrive à l'heure? Est-ce que c'est important pour toi d'honorer notre engagement? Ou je peux être un peu plus cash, je peux dire, en fait, est-ce que ça te gonfle de perdre ton temps dans les embouteillages? Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Voilà. Donc, on est soit en communication en réaction, soit dans une communication un peu plus en conscience de mes besoins et en conscience des besoins de l'autre. Finalement, la communication, quand tout se passe bien, c'est prise en compte des besoins mutuels. On est à deux dans une voiture, il y a mes besoins et il y a ses besoins. Est-ce qu'on peut vivre une relation dans laquelle les besoins de l'un et les besoins de l'autre sont pris en compte? Voilà de quoi il s'agit. Ce qui se passe, c'est que on n'arrive pas spontanément sur ces deux chaises-là. Ce qui vient en premier, c'est les jugements. Et nos jugements, ils sont importants parce que, moi, je vous souhaite d'avoir longtemps des jugements. Quand vous n'aurez plus de jugements, c'est que vous serez entre 6 planches. Grosso modo, depuis que je suis monté sur cette... Voilà, vous avez des jugements sur moi. Moi, je peux avoir des jugements sur vous. Je peux aussi avoir des jugements sur moi, en train de me dire qu'est-ce que je fais à faire le pitre sur cette estrade. Bon, bref, on a des jugements toutes et tous. La question, c'est pas de ne plus en avoir, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et nos jugements, ils sont à la mesure de nos besoins. Plus je pense que l'autre est un gros truc, plus c'est que moi, j'ai un gros besoin de quelque chose. Voilà. Bon, mais je ne suis pas là pour vous parler de ça, je suis là pour vous parler de médiation. Alors, en fait, il se trouve que on est deux dans la voiture. Et du coup, pour l'autre aussi, il y a les 4 chaises. Pour l'autre aussi, il y a les 4 chaises, c'est-à-dire que lui, il a des jugements sur moi. Il peut peut-être avoir aussi des jugements sur lui, enfin le moi ici étant lui. Il y a comment est-ce qu'il se sent, lui. Et peut-être qu'à un moment donné, il se dit aussi qu'il est dans ma voiture finalement. Et peut-être qu'il peut s'intéresser à ce que moi je vis dans cette situation. Voilà. Et la communication non violente, quand un des deux est capable de changer de chaise, c'est-à-dire qu'un des deux quitte la première ou la deuxième chaise, est capable de se mettre en lien avec ses besoins à lui et éventuellement de se mettre en lien avec les besoins de l'autre, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut changer dans la relation. Voilà. Je ne suis toujours pas là pour vous parler de ça, je suis là pour vous parler de médiation, en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve qu'on avait proposé à un autre copain de passer le prendre. Alors, ce copain, bien sûr, comme les deux, on était devant, il s'est mis derrière. Il monte dans la voiture et puis il dit « Mais j'ai l'impression que l'ambiance est un peu tendue, là. Qu'est-ce qui se passe ?» C'est vrai qu'on faisait tous les deux une drôle de tête. Alors moi, je dis non, mais c'est l'autre con, là. Il m'a dit que j'aurais dû mettre le GPS. Lui, il dit non, mais c'est lui, là, t'as vu, il passe nous prendre, il est incapable de tenir les engagements, etc. Voilà. Qu'est-ce que fait le médiateur ? En fait, il va faciliter la conscience et la prise en compte des besoins mutuels. Et les deux termes sont importants parce que parfois on peut avoir conscience, le plus souvent on n'a même pas conscience de nos besoins, donc j'ai pas conscience du fait que quand il me dit ça, moi j'ai des besoins de schmuck ou de schmock. A fortiori, j'ai encore moins conscience des besoins de l'autre, d'accord ? Donc des fois, on n'a pas conscience de nos besoins et encore moins des besoins de l'autre.
Parfois aussi, et c'est plus subtil, on a conscience des besoins de l'autre, mais on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Je peux très bien être chez moi tranquillement en train de faire la fête avec mes copains, hein? Je peux avoir conscience que mes voisins ont besoin de repos, mais je m'en fous. C'est souvent l'inverse, parce que moi, finalement, j'ai tendance à me coucher tôt, c'est eux qui font la fête. Bref, conscience et prise en compte. Donc, qu'est-ce que va faire le médiateur ? Ben, le médiateur, il va me dire, en fait, quand tu dis ça, est-ce que toi, tu te sens truc parce que tu as besoin de machin ? Est-ce que c'est ça ? Bah ouais, c'est ça, ok. Il va s'adresser à l'autre personne. Il va lui dire... Qu'est-ce que tu as compris de ses besoins à lui ? Bah, j'ai compris qu'il a besoin de trucs et machin. Ok. Et du coup, ça te fait quoi ? Oh ben moi, ça part. Ok. Et le médiateur va dire. Et donc, en fait, toi, est-ce que tu te sens truc parce que tu as besoin de machin ? Est-ce que c'est ça ? Bah ouais. Ok, c'est ça. Ok. Qu'est-ce que tu as entendu des besoins de l'autre, hein ? Bah, j'ai entendu que ok, et qu'est-ce que ça te fait ? Voilà. La médiation, finalement, c'est ça, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va faciliter la conscience et la prise en compte des besoins mutuels. On est deux dans une voiture, on est deux dans certaines situations. Il y a un être humain, donc moi, les émotions, j'ai tendance à les représenter avec des compteurs comme ça. Ce que j'aime de cette représentation, c'est qu'elle donne l'intensité du sentiment. Voilà. Je peux être, alors vous ne voyez pas nécessairement bien là-bas, mais sur l'échelle de la colère, il y a des gens qui me disent « Mais non, je ne suis pas en colère !» Oui, a priori, vu le ton que tu as, hein, oui, au moins, tu es peut-être agacé. Hein, tu es peut-être agacé, ou peut-être que tu es énervé, ou peut-être que tu es furieux. Donc le sentiment, il est important parce qu'il donne la mesure de l'importance du besoin. Voilà. De même que les jugements donnent la mesure aussi de l'importance du besoin, le sentiment donne la mesure de l'importance du besoin. Petite colère, petit besoin. Grosse colère, gros besoin. Ok. Alors le médiateur, en fait, il fait un peu plus que ça, parce qu'il va faciliter la compréhension et l'écoute mutuelle, mais quelque part, il va amener les personnes à ce qu'on appellerait un changement de paradigme. Les personnes en médiation, qu'on appelle aussi les médians, et j'en fais partie, hein, on a été biberonnés depuis des milliers d'années au paradigme du bien et du mal. Hein. Le paradigme du bien et du mal, il est omniprésent depuis que nous sommes petits. Voilà, quand on finit notre soupe, c'est bien, on a peut-être le droit à un dessert, quand on finit notre biberon, etc. Donc et le principe, en tout cas, derrière ce paradigme, c'est on est censé ignorer ce qui est bien et ce qui est mal, et donc depuis tout petit, on va nous éduquer, alors vous ne voyez pas nécessairement derrière les chaises là, mais on va nous éduquer à différencier le bien et le mal. Et pour ça, il y a des méthodes assez simples, ce sont la punition et la récompense. On va exiger de l'autre qu'il fasse ce qui est bien, en l'occurrence, mon camarade là, il va exiger de moi que je mette le GPS, et puis c'est ce qu'on appelle aussi le déni du choix. C'est comme si, voilà, il y a des choses qu'il faut faire, il faut s'arrêter au feu rouge. Là, en l'occurrence, il aurait fallu mettre le GPS. Mais le médiateur, il va essayer. Donc, les médians arrivent avec cette croyance fondamentale qu'il y a le bien et le mal. En général, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je suis convaincu que moi, je sais ce qui est bien. En l'occurrence, quelqu'un qui monte dans ma voiture, ce qui est bien, ça serait qu'il me remercie, d'accord ? Et puis lui aussi, il croit qu'il sait ce qui est bien. C'est que quand on l'amène quelque part, a priori, on l'amène à temps, à destination, d'accord ? Donc on vit comme ça. Le médiateur, lui, ou la médiatrice, va essayer d'opérer ce qu'on appelle un changement de paradigme. Changement de paradigme, c'est ce que propose Marshall Rosenberg avec la communication non violente. C'est qu'au lieu de postuler qu'il existe le bien et le mal, la grande intuition de Marshall Rosenberg, ça a été de dire, en fait, nous sommes tous des êtres humains qui avons des besoins et qui faisons du mieux que nous pouvons à chaque instant pour prendre soin de nos besoins.
avec la conscience, l'environnement, les ressources, les moyens que nous avons dans l'instant. Donc à chaque instant de notre vie, on fait du mieux qu'on peut pour prendre soin de nos besoins. Et quand mon collègue ou mon camarade me dit qu'à mettre le GPS, c'est le mieux qu'il peut pour prendre soin de ses besoins à lui dans l'instant, avec la conscience, l'environnement, les ressources, les moyens qu'il a. Ok, ce que Marshall Rosenberg avait vu aussi, c'est que ce qu'on aime toutes et tous, c'est contribuer au bien-être de l'autre quand on est libre de le faire. Il faut finir la phrase, c'est quand on est libre de le faire, parce qu'il y a des fois, on n'a pas vraiment envie de contribuer au bien-être de l'autre. Mais en fait, quand on est libre de le faire, oui. Et du coup, il ne s'agit plus d'éduquer l'autre à différencier le bien et le mal, mais simplement à faciliter la conscience des besoins mutuels. C'est accompagner dans la conscience des besoins mutuels. Et en l'occurrence, c'est ce que va faire le médiateur, la médiatrice. C'est-à-dire que là où les médiés sont shootés au bien et au mal, lui, progressivement, il va amener la conscience des besoins mutuels. Et est-ce que de cette conscience des besoins mutuels, du coup, il y a un élan ensuite à prendre en compte les besoins de l'autre. Voilà de quoi il s'agit en médiation. Pour faire ça, oui, en fait, ce que j'explique souvent aussi, si je mets les deux là, c'est pas parce qu'il y en a un qui serait vrai et l'autre qui serait faux, ça serait reproduire le bien et le mal. C'est simplement pour mettre de la conscience sur le fait que finalement chaque journée, on peut la vivre dans le paradigme de gauche ou dans le paradigme de droite. C'est-à-dire soit on la vit dans le paradigme du bien et du mal, soit on commence à la vivre dans le paradigme de la conscience des besoins mutuels. Finalement, c'est la même journée. Mais quand vous vous couchez le soir, vous pouvez très bien vous dire « Ok, et si je choisissais de revivre toute cette journée à l'aune du second paradigme ?» Alors, pour faire la médiation, en fait, il y a derrière tout un art de l'écoute, avec quelques fondamentaux de l'écoute. La première chose, c'est que l'intention de l'écoute, c'est l'écoute. C'est-à-dire que la personne qui s'assoit ici et qui va essayer de faciliter la compréhension mutuelle, elle n'est pas là pour résoudre quelque chose. Sa seule intention, c'est de faciliter l'écoute entre les personnes. Dans la conscience et la confiance que quand les personnes sont entendues dans ce qu'elles vivent, elles ont peut-être un élan à aller vers l'autre. Donc, premier fondamental, l'intention de l'écoute, c'est l'écoute. Deuxième fondamental, on est ce que j'appelle dans un non-savoir confiant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le médiateur, la médiatrice, ne va pas dire « Ouais, toi, tu es en colère parce que tu as besoin de reconnaissance. » D'accord ? Il est a priori en non-savoir. Donc c'est en fait, est-ce que tu es en colère ? Est-ce que tu as besoin de reconnaissance ? Est-ce que c'est ça qui se passe pour toi ? Bah oui, tu comprends, tatati, tatata. Ok. Voilà. Et puis ensuite, tu vas pouvoir aller de l'autre côté. Et toi, est-ce que tu te sens truc parce que tu as besoin de machin ? Est-ce que c'est ça ? Il y a le « est-ce que c'est ça ?» Il y a même un « waouh, est-ce que c'est ça ?» Non-savoir. Confiant. Pourquoi confiant ? Parce et j'en parle un peu plus loin, parce que finalement, on a la confiance sur le fait qu'il y a une justesse dans ce que chacun de nous vit et ressent. Le médiateur, la médiatrice, s'il est complètement indifférent à ce qui se passe, ça ne va pas le faire. C'est-à-dire, il y a une certaine capacité à se laisser toucher. Finalement, la personne qui monte dans la voiture, elle peut être touchée par ce petit chouchou qui a tellement besoin de reconnaissance. Et puis elle peut être touchée aussi par ce petit chouchou pour qui c'est si important, ça ou ça. Voilà. Donc oui, je me laisse toucher. Et en même temps, si je suis trop affecté par ce qui se passe, alors du coup, ça va être à côté de la plaque. Donc il y a tout un art de se laisser toucher sans être affecté. Un des apports de Marshall Rosenberg, un des apports fondamentaux, c'est cette notion de causalité horizontale et de causalité verticale. En général, les personnes, nous nous exprimons, vous allez comprendre, je suis en colère parce que tu es arrivé en retard, vous voyez mon bras, horizontal. Je suis triste parce que tu ne m'as pas envoyé de message. Je suis inquiet parce que tu ne m'as pas dit à quelle heure tu allais rentrer. Donc on fait porter à l'autre. L'autre est la cause, ou serait la cause
de nos sentiments. Ce que propose la communication non violente, c'est de renverser la causalité. On parle de causalité verticale. Oui, il y a bien un quelqu'un qui a fait un quelque chose. En l'occurrence, il y a un mec qui n'a pas mis son GPS, d'accord ? Mais quand le médiateur va s'adresser à cette personne, elle va pas lui dire « donc toi tu es en colère parce qu'il n'a pas mis son GPS », ce qui validerait la causalité horizontale. Il va lui dire en fait « donc tu es rentré dans la voiture, il n'y a pas de GPS et toi tu es en colère parce que c'est important pour toi, ci et ça ». C'est-à-dire donc il va en ramener à la racine, en fait. La cause de la colère, c'est ce que se raconte la personne. La racine de tout ça, c'est le besoin de la personne. Donc avec la communication non violente, on différencie le stimulus, qui est ce qu'a fait ou pas fait l'autre. La cause, c'est ce qu'on se raconte, et la racine de tout ça, que sont nos besoins. Donc en permanence, là où des médians vont utiliser la causalité horizontale, je suis en colère parce que lui, je suis triste parce que machin, le médiateur, la médiatrice va ramener à de la causalité verticale. J'aime bien cette notion-là qui est amenée un peu par Thierry Tournebise avec la maïeusthésie. J'ai vu qu'il y avait un stand de personnes qui s'occupent de maïeusthésie, là. En fait, il s'agit d'aller rencontrer la vie quelque part. Hein. Il y a une forme de justesse chez les êtres humains dans ce qu'ils vivent, dans ce que nous vivons. Hein. Et écouter l'autre, c'est aller rencontrer la vie qui se vit chez l'autre. C'est assez subtil. J'aime beaucoup celui-ci parce qu'en fait, quand vous regardez les personnes qui vivent des choses autour de vous et vous avez l'impression qu'elles vivent quelque chose d'extrêmement intime, presque de singulier, or en réalité, dans l'histoire de chacun, finalement, il y a l'histoire de l'humanité entière. Et plus je pratique de médiation, plus je me rends compte que finalement, il s'agit de façon assez systématique d'archétypes qui se sont reproduits depuis longtemps, des relations parents-enfants, des relations dans le couple, des relations entre un chef et un sous-chef. C'est des choses qui se vivent depuis très très longtemps. Celui qui s'est fait plaquer, celui qui... Voilà. Et ça fait des milliers d'années que ça existe dans l'histoire de l'humanité. Et finalement, quand j'écoute l'autre à travers le singulier, finalement, c'est l'humanité entière qui est derrière cette personne. Et ça c'est aussi quelque chose qui m'aide à rejoindre l'autre. Autre thème apporté par Thierry Tournebise est la maïeusthésie, ce que j'appelle la réjouissance de la rencontre des pertinences à l'œuvre. Il y a une pertinence, il y a une justesse en chacun de nous pour vivre ce qu'on vit. Hein, par exemple, là, vous pouvez être en train de vous dire, bon, qu'est-ce que je fais là? Ou chouette, je suis là. Enfin, en tout cas, à chaque instant, il y a une justesse pour nous à ressentir ce qu'on ressent. Il est possible que l'autre vous dise, non, mais il n'y a pas de quoi en faire des caisses, pourquoi tu te mets dans cet état-là? Si, pour moi, il y a peut-être de quoi en faire des caisses, justement. Tu es qui, toi, pour ne... Vous savez, moi, je sais qu'il y a une justesse, il y a une pertinence à chaque instant dans ce que je vis. Et du coup, écouter l'autre, c'est aller à la rencontre de ces justesses qui sont à l'œuvre chez l'autre. Hein, c'est waouh, c'est ça que tu vis, est-ce que c'est ça? Voilà. Et on rajoute réjouissance parce qu'en fait, la gravité est inutile dans l'écoute. Hein, et la gravité est inutile dans l'écoute. Si je suis dans la gravité, c'est que j'écoute l'événement. Et quand j'écoute l'événement, quand j'écoute ce que raconte la personne, j'oublie d'être avec la personne. C'est-à-dire, par exemple, vous écoutez quelqu'un qui a une grave maladie. Hein, le risque, c'est que finalement, vous ne voyez plus que la maladie, vous ne voyez plus la personne. Donc d'abord l'existentiel, ensuite l'émotionnel et ensuite seulement l'événementiel. Et puis un autre aspect amené par la CNV, le plus souvent dans l'écoute, hein, au lieu de laisser l'autre au fond de la piscine, c'est-à-dire ouais là t'es tellement t'es complètement agacé, t'es inquiet, t'as peur de pas arriver à l'heure, c'est ça. Voilà, là c'est comme si je le laissais avec la plainte. Hein. Et dans l'écoute, c'est comment j'amène l'autre aussi vers son aspiration, ce qu'il aspire à vivre, ce qu'il aspire à être. Hein. Et en l'occurrence, peut-être c'est de lui dire ouais, c'est important pour toi
hein, d'honorer ton engagement, d'arriver à l'heure. Est-ce que c'est ça? Voilà. Voilà quelques fondamentaux sur la médiation. Voilà ce que va faire le médiateur. Hein, donc utiliser une forme d'écoute qui est assez spécifique. Alors j'avais envie de terminer aussi en vous disant que finalement, parfois on n'a même pas besoin d'être deux dans une voiture pour qu'il y ait de la violence. Hein. Je peux être dans ma voiture comme ça. Voilà. Et puis effectivement, je vois bien que je vais arriver en retard, quoi. Hein, voilà. Alors, de façon assez automatique, j'ai mon propre copilote. J'ai mon propre copilote qui va se comporter différemment. Alors si vous ne voyez pas, à distance sur la casquette, il y a écrit, lui il va minimiser, il va dire mais c'est pas grave si tu arrives en retard, tu sais, bon ils vont t'attendre. Hein, d'accord. Oui, mais moi je suis quand même inquiet, hein, c'est important pour moi ceci ou cela. Il y a celui qui analyse. Mais tu sais ça, c'est l'histoire de ta vie, toi t'es déjà tout petit, t'es déjà arrivé en retard, alors hein, voilà. Moi, je suis toujours au volant, un peu inquiet. Il y a mon copilote qui va me dire tu vas finir par te faire virer si tu continues à arriver en retard comme ça. Celui qui dramatise. Hein. Alors, je ne vais pas toutes vous les faire, mais il y a celui qui culpabilise, il y a celui qui conseille. Bref, nous sommes multiples et la principale cause de violence, en tout cas dès l'origine, c'est celle qu'on se fait à soi-même quand on se parle et qu'on s'écoute d'une certaine façon. Hein. Et ce qui est important de comprendre, c'est que si on se parle et on s'écoute comme ça, c'est que depuis tout petit, c'est comme ça qu'on nous a parlé, c'est comme ça qu'on nous a écoutés. Du coup, on n'a plus besoin de papa et maman pour nous écouter comme ça, puisqu'on sait le faire tout seul. Hein. Donc oui, j'ai la possibilité, à l'intérieur de moi aussi, de me mettre en posture de médiateur entre la part de moi ou l'être en moi qui est inquiet parce que ceci, et puis celui qui se sent autrement parce que cela. Et à l'intérieur de moi, commencer à vivre ce que je vous ai partagé sur ce qu'on peut faire vivre à deux personnes en médiation. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Vous avez compris que j'ai beaucoup de joie à transmettre ça en formation, à pratiquer la médiation le plus souvent possible. Voilà, j'arrête là pour aujourd'hui. Merci.